Mon mari était un homme assez exceptionnel, un homme hors du commun, d'origine roumaine, un homme très raffiné, très courageux, très volontaire, qui avait eu une histoire pas simple du tout, passionné de lecture, passionné d'histoire et de littérature. C'était un homme qui aimait tellement la vie, et qui, je crois, a eu une belle vie. C'est moi qui ai vu un jour qu'il avait des problèmes de mobilité pour marcher, qui marchait différemment d'avant. Nous avons consulté un neurologue qui a diagnostiqué donc une hydrocéphalie à pression normale, qui est une maladie un peu impressionnante pour des non spécialistes, mais qui est une maladie mécanique. Nous avons eu la chance de rencontrer un neurologue éminent. Son diagnostic était un peu différent de celui qu'avait posé le premier neurologue. Il nous a donné à tous les deux les coordonnées d'un chirurgien spécialisé dans l'hydrocéphalie, voilà, et qui a opéré Emmanuel. Et puis au bout de 3 mois, autant vous dire que je le surveillais un petit peu, et qu'au bout de 3 mois, je me suis aperçue que la marche se dégradait à nouveau. Nous sommes allés revoir le chirurgien qui l'avait opéré, qui a dit peut-être que le mécanisme n'est pas adapté, et qui a accepté de le réopérer au bout de, je ne sais plus exactement, je dirais 1 an, voilà, à peu près. Pas de grande amélioration. Je passe sur les détails. La marche s'est dégradée de plus en plus. Des petits symptômes autres sont apparus. Nous sommes retournés voir ce chirurgien très compétent, et il a accepté de réopérer mon mari. Et là, je pense qu'en fait, il a dû demander d'autres examens. Parce que le lendemain de l'opération, mon mari a été convoqué en dehors de sa chambre, et moi je suis restée dans la chambre, et est arrivée la chef de service. Je me souviens qu'elle m'a dit « Madame, il va falloir que vous soyez très courageuse ». Mon mari a été dirigé vers un neurologue que nous ne connaissions pas. Il a fait faire des examens à mon mari qu'on avait déjà fait. Il y avait suspicion de SLA. Ça veut dire sclérose latérale amyotrophique. C'est ce qu'on appelle vulgairement maladie de Charcot. Quand le neurologue à l'hôpital nous a dit ça à tous les deux, je me suis dit, voilà, c'est incurable, donc on va retrousser nos manches, tous les deux, et on va vivre. Oui, je me suis dit, au boulot, Béatrice. Je crois que c'est ça que je me suis dit. Maintenant, au boulot. Je pense que quelque part, j'avais déjà intégré, vu la dégradation progressive, qui était quand même impressionnante, la perte totale de mobilité, de fonctionnement. Pour moi, il restait un être humain totalement conscient, toujours brillant, et puis avec qui je partageais, avec qui nous avons partagé. Malheureusement, Emmanuel a fait une détresse respiratoire. Il a été donc transféré à l'hôpital près de chez nous. Quand j'ai dit au chef de service qui s'est occupé de lui que le diagnostic à Paris avait été vraisemblablement une maladie de Charcot,
j'ai eu l'impression que tout s'éclairait pour lui. Il nous a dit, à Emmanuel et à moi, il nous a dit, Madame, voilà, monsieur son diaphragme ne fonctionne plus, donc nous arrivons à la fin, et donc sa fin de vie est proche. Il était très affaibli, mais il était tout à fait présent, conscient. Et là, il a refait une deuxième détresse respiratoire assez dramatique. Et au bout de 8 jours, là, on m'a dit, nous ne pouvons pas le garder, nous pouvons l'accueillir pour quelque temps en soins palliatifs. Donc, l'hôpital avait un service de soins palliatifs assez extraordinaire. Emmanuel a été transféré dans ce service de soins palliatifs où il était très bien et où il a en fait récupéré des forces suffisantes pour que nous puissions le faire transférer à Paris où, une fois de plus, il a récupéré véritablement. Et je ne peux pas passer cette période sans dire ce que disait Emmanuel. Quand j'arrivais et que je lui tenais la main, il me disait « On est bien hein ». Il a passé 1 mois là-bas, aidé, il avait une assistance respiratoire bien sûr, très affaibli, mais très bien, très présent, très présent. Voilà. Malheureusement, on m'a fait comprendre que on ne pouvait pas le garder plus longtemps. On m'a proposé l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile. Pour moi, ce n'était pas la solution. Je ne pouvais pas... Voilà, il fallait que je transforme ma maison, ce que j'aurais fait avec joie. Mais je n'étais pas capable, honnêtement, d'accueillir mon mari. Je n'étais pas capable. D'abord parce que si lui était en fin de vie, moi j'étais un peu au bout du rouleau. Je ne dormais plus, voilà. Donc j'ai dit que je ne pouvais pas, c'était pas possible. Ça a été assez mal perçu, mais mon mari a été accueilli dans un autre hôpital parisien, où il est décédé 12 jours après avoir quitté le centre de soins palliatifs. Ce que je ressens, c'est beaucoup de violence. Pour moi, c'est insupportable parce que, quel que soit ce que nous avons vécu, mon mari, moi, ses filles, nous n'aurions pas voulu, et là je parle aussi pour Emmanuel, raccourcir ça d'une demi-seconde. Même si, quand mon mari a eu ces 2 détresses respiratoires assez impressionnantes, j'ai vu à un moment dans son regard que c'était dur, oui. Mais d'abord, je veux dire une chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser cette maladie. Cette maladie, elle a des formes multiples. Et en ce qui concerne Emmanuel, je crois pouvoir dire, même si je parle que pour moi, mais je crois pouvoir dire qu'il a très peu souffert. Oui, quand il a eu ces 2 détresses respiratoires, je pense que là, il a souffert. Mais dès qu'il a été soulagé, c'est tout juste si... D'abord, il ne faut pas oublier ce qu'il m'a dit jusqu'à 8 jours avant sa mort. On est bien, n'est-ce pas? On est bien là. Je trouve que c'est pas bien d'instrumentaliser cette maladie parce qu'il y a plein de formes.
différentes. Donc, sous prétexte que vous êtes diagnostiqué comme ça, on va vous proposer de terminer votre vie dans les 48 heures. Et nous, l'entourage, on fait totale abstraction de l'entourage. Moi, mon mari, ni mes filles, ni moi n'aurions souhaité que sa vie soit raccourcie d'une seconde. Je pourrais vous donner 1000 exemples. On a fait une fête au centre de soins palliatifs où il était à Paris. On a fait une fête avec ses 15 petits-enfants, il y a une photo magnifique, il était beau, on lui a mis son plus beau pullover, et il a tous ses enfants et sa femme autour de lui, et quelle merveille! On a vécu des moments exceptionnels avec Emmanuel. Donc, nous n'aurions pas voulu raccourcir ces moments d'une seconde, ça c'est clair. Ces enfants et moi, on l'a jamais regardé comme un malade. Jamais. On vivait. Hein. Et je dois dire, ça je veux absolument témoigner de ça, jusqu'à très peu de jours avant sa mort, mon mari me disait « Alors Béa, quel est le programme aujourd'hui ?» Et quand vous avez un mari grabataire, totalement dépendant et qui vous demande quel est le programme, croyez-moi, il faut vraiment travailler vos méninges pour trouver des idées. 3 mois avant sa mort, c'était le début des vacances d'été, et je dis on va partir. Donc on est partis tous les deux. C'était homérique parce que la dame très gentille qui m'avait tant aidée à Paris, et à qui j'avais demandé si elle pouvait venir avec moi m'accompagner en vacances, m'avait dit oui. Et la veille du départ, elle m'a dit non. Donc on est partis tous les deux. C'était beau, c'était notre dernière escapade ensemble. Il y a des situations différentes que j'entends bien que si j'avais vu mon mari souffrir, ça aurait été plus dur pour moi, oui. Mais très sincèrement, je dois dire que si mon mari est mort de la maladie de Charcot, il n'a pratiquement pas souffert, en tout cas physiquement, sauf à 2 reprises lors de ses détresses respiratoires, et qu'on n'aurait pas voulu perdre un instant de cette vie qu'il aimait tant en plus, qu'il aimait tant. Alors, je reconnais que les derniers jours, il était un petit peu dans son monde, peut-être. Il somnolait beaucoup, je reconnais. Mais enfin, il était là. C'était bon d'être à côté de lui. Donc, est-ce qu'on aurait pu se passer de tous ces moments il est mort un lundi matin et ma fille est venue le dimanche le voir. Elle n'habitait pas à Paris, elle est venue avec ses 5 enfants et l'hôpital a dit « Ah non, madame, non, ça on peut pas, c'est pas possible, pas les enfants, etc. » Donc on a remué tout l'hôpital pour que Hélène puisse aller voir son papa avec ses 5 enfants. Et donc Emmanuel a pris Jean, le petit dernier, prématuré, qu'il a pris dans ses bras. Est-ce qu'on aurait pu faire l'économie d'une scène pareille? Voilà, pour nous, et je parle pas uniquement en mon nom, je parle aussi au nom de mes filles et de mes petits-enfants, qui sont venus voir leur papy jusqu'à la dernière seconde et qui mangeaient, qui apportaient un paquet de créma ou je sais pas quoi, de bonbons infects là qu'ils adorent, que mon mari adorait aussi et qui partageaient ça avec leur grand-père. Est-ce qu'on aurait pu faire l'économie de ça? Voilà.
Alors, si je pouvais formuler un souhait, ce serait qu'on puisse adapter les soins palliatifs sur le plan de la durée. C'est terrible de penser que mon mari est mort 12 jours après et qu'on a demandé à cet homme de faire l'effort 12 jours avant sa mort d'être transporté dans un autre endroit alors qu'il était si bien. Donc pour moi, les soins palliatifs, c'est extraordinaire. Je garde de ce mois en soins palliatifs un souvenir extraordinaire. Et ça n'empêche que j'ai trouvé ça tellement violent que si près de la fin, on soit obligé de le transférer dans un autre lieu. Je pense que ça a été, en tout cas pour moi, ça a été extrêmement dur, extrêmement douloureux pour moi. J'ai essayé de me battre, mais j'avais plus de ressort. J'ai essayé de me battre en disant « mais il est si bien, comment pouvez-vous » Et je crois qu'il disait « ben oui, puisqu'il est très bien, il va rentrer chez lui ». Non, je ne pouvais pas le reprendre. Donc, si on pouvait faire en sorte que les soins palliatifs soient mieux adaptés, notamment sur la durée, à ce genre de maladie, moi, on m'a dit début juillet que mon mari était en toute fin de vie et qu'il est mort le 25 octobre de la même année. Donc, il s'est bien battu quand même. Hein. Et je pense qu'il s'est battu notamment grâce aux soins palliatifs. Ça a été extraordinaire pour lui. Donc, voilà, les soins palliatifs, pour moi, c'est tout, à une condition, c'est qu'on puisse garder les patients pour qu'ils aient une mort paisible après une fin de vie tellement paisible, tellement paisible. Pour moi, c'était tellement bon de le savoir là. Et lui, ça rejaillissait sur lui. Il sentait que j'étais heureuse qu'il soit là. Ma paix rejaillissait sur la sienne, voyez ?